Et ce soir, c'est le frère Mike qui va nous entretenir avec nous ce soir. Alors que nous l'invitons, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons le Seigneur. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes très froid ici, il fait frais, mais j'espère que c'est une belle température pour que nous puissions échanger, n'est-ce pas? Alors, je suis très heureux de vous retrouver ce soir autour de cette conférence, comme on l'a annoncé. C'est un peu particulier. Aujourd'hui, nous n'avons pas le président qui est là pour nous prêcher, pour nous parler seulement de la parole, mais on est là aussi pour échanger sur d'autres réalités. Au-delà des questions, des prières, au-delà de tout ce qu'on peut échanger sur la parole, il y a aussi cette question importante qui est inscrite aussi dans la parole de Dieu, qui est le travail. Certainement que beaucoup parmi nous ici sont aussi en train de rechercher le travail. Ceux qui ne sont pas en train de les rechercher attendent un moment donné, alors qu'ils auront fini à étudier, ils attendent aussi trouver un travail. Alors c'est important aussi dans l'Église que nous puissions échanger sur ces questions-là du travail. Comment est-ce que nous pouvons nous préparer au travail? Parce que nous prions pour le travail effectivement, alors que Dieu voudra nous bénir, il nous trouvera dans quelle position par rapport au travail que nous sommes en train d'attendre et que nous sommes en train de lui demander. Voilà pourquoi notre président et toute l'équipe, ils ont pensé nous réunir ce soir autour de ces sujets, comme ils l'ont formulé, comment mieux rédiger son CV et être meilleur candidat potentiel. Là, c'est les sujets qu'on nous a annoncés au niveau des réseaux sociaux. Nous allons échanger sur le CV. Alors moi, je considère quand même que ce soir, nous allons non seulement échanger sur les CV, comment être un potentiel candidat ou un bon candidat, mais beaucoup plus, nous avons échangé globalement sur le travail. Moi, brièvement, j'ai nommé ce thème ici, comment réussir son travail. Et dans ma préparation, j'ai préparé de nous parler de 4 petits points par rapport au travail. On parlera de comment rédiger un CV, comment être un bon candidat. Mais moi, je me suis dit qu'on pouvait parler de cela de 4 façons. Premièrement, c'est que nous allons d'abord parler de comment est-ce qu'on se prépare au travail. Comment est-ce qu'on se prépare au travail? Pour ceux qui attendent d'avoir le travail ou pour ceux qui sont dans le travail. Deuxièmement, nous parlerons de, alors qu'on se prépare au travail, comment on fait maintenant pour rechercher ce travail-là. Et après, troisièmement, comment on fait pour se maintenir dans le travail. Parce que chaque chose qu'on sait acquérir, on peut aussi la perdre. Donc le travail qu'on est en train de rechercher aujourd'hui, si on n'arrive pas à bien le gérer, à un moment donné, on peut arriver à le perdre. Le quatrième point, le dernier, ça sera comment être promu dans le travail. Lorsque vous êtes sur un travail, certainement vous avez des objectifs. Aujourd'hui, vous commencez à tel niveau, demain, vous aimeriez atteindre un tel autre niveau. Comment est-ce que vous pouvez faire pour arriver à être promu, à monter des échelons dans le travail? Donc j'espère que nous aurons le moment, l'opportunité d'échanger sur tous ces 4 points et surtout, j'aimerais préciser que ce qu'on sera en train de faire, ça sera un échange. Donc, je ne serai pas là pour faire un exposé magistral, vous donner des informations, et puis après vous allez, non. À un moment donné, on aura besoin de vous entendre, de vous écouter pour que ce qu'on sera en train de dire ici puisse croiser les réalités que vous vivez et que ça soit une solution par rapport à ces réalités-là. Permettez-moi alors de prendre place comme ça. Nous allons commencer par le premier point. Alors, nous parlons du travail. Moi, j'aimerais d'abord comprendre l'appréhension ou la compréhension que nous avons du travail ce soir. J'aimerais prendre juste une seule personne qui peut nous dire ce que lui pense lorsqu'on parle du travail. Il pense à quoi, premièrement, avant que nous puissions aller loin? J'aimerais prendre une seule personne. Les plus courageux de cette salle ici, c'est qui? On aimerait bien l'écouter, l'entendre nous parler de ce que lui entend du travail.
Selon moi, je m'appelle, premièrement, je dois me présenter, je m'appelle Parnel Chileou. Selon moi, le travail, c'est toute occupation que l'homme doit avoir, mais cette occupation qui est rémunérée. Quelle que soit. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Il dit que le travail, c'est toute occupation que l'homme devrait avoir, mais qui est rémunérée. Le frère n'a pas du tout tort. Il parle de l'occupation que chacun de nous devrait avoir, mais une occupation qui fait à ce qu'à la fin de cette occupation-là, il a un salaire, il a une rémunération. Et ça, je pense que tout le monde ici est d'accord avec ça. Personne ne voudrait être occupé sans être payé et appeler ça travail. Ça devient un travail, c'est lorsque on est occupé et qu'on est payé. Et moi, j'aimerais commencer par là pour aborder le premier point. Pour nous dire que cette occupation que l'on fait, cette occupation que l'on a qui doit être payée, se prépare. On ne va pas commencer à chercher le travail le jour où on se sent dans le besoin d'argent. Le travail commence à se préparer dès que, par exemple, vous vous inscrivez à l'école. Vous pensez déjà à ce que vous ferez après que vous ayez fini d'étudier. J'espère qu'on est en train de suivre. Donc le travail, vous ne le commencez pas lorsque vous avez besoin de l'argent. Vous commencez à le préparer alors que vous prenez conscience de votre vie. Et chacun sait à quel moment il prend conscience de sa vie. Les uns, c'est lorsqu'ils vont commencer à aller à l'école. Ils se disent, ok, on m'envoie à l'école. Mais alors, est-ce que à l'école, on m'envoie, c'est juste pour que je puisse respecter ce que les parents me disent, ou bien il y a un objectif derrière l'école où je vais? Et là, c'est là que vous comprendrez que l'école, c'est un moyen certainement qui vous permet de vous préparer à quelque chose. Et cette chose-là, on l'appellerait le travail, comme on l'a défini. Donc c'est cette occupation que vous aurez après les études qui vous permettra d'être payé. Parce que quand vous allez à l'école, personne ne vous paye, n'est-ce pas? Par contre, c'est vous qui devez payer les enseignants, vous payez l'école, vous payez le manuel et tout ce qui va avec. Alors après, il faudrait que vous ayez effectivement une occupation qui vous permette à vous-même d'être payé. Et c'est ça que vous appelez le travail. Comment on fait alors pour préparer le travail? On prépare le travail de différentes manières. La première manière, c'est celle de l'orientation que nos parents nous donnent. On s'est dit à un certain âge, ok, il a 6 ans, il a 7 ans, on l'inscrit à l'école maternelle. Cette chose-là que l'on fait, cette action que l'on pose là, ce n'est pas une action qu'on pose par le hasard. Parce que tout le monde au quartier va à l'école maternelle ou à l'école primaire. Mon enfant ou vous, vous devez aussi aller. Les parents, ils sont en train de vous préparer à quelque chose. Donc, on vous prépare à aller à l'école. Et lorsque vous êtes en train d'évoluer, les compétences qu'on vous donne, à un moment donné, vous étiez arrivé à l'école, vous ne connaissez rien. Mais c'est là qu'on commence à vous apprendre comment écrire, comment calculer. C'est l'ensemble de ces compétences. Vous devez prendre conscience que l'école où on vous envoie, l'université où on vous envoie, c'est une étape qui vous prépare à quelque chose, qui vous prépare à une occupation par laquelle vous serez rémunéré. Et pour cela, vous devez prendre conscience et faire le choix de bien assumer ces parcours-là que vous faites. Et déjà, pendant que vous allez à l'école, à l'université, il faudrait que vous puissiez avoir en vous une image de ce que vous voulez devenir, de où vous voulez aller aussi. Généralement, beaucoup parmi nous ici, lorsqu'on est encore jeune, nous avons des rêves, des aspirations. Tu entendras l'un te dire, moi j'aimerais devenir docteur, l'autre te dire, moi j'aimerais devenir mécanicien, ingénieur et tout ça. Ça, c'est des aspirations. Et ces aspirations-là, on arrive à le parfaire, à les améliorer, c'est par le chemin de l'école.
C'est comme ça qu'en allant à l'école, en allant à l'université, il faudrait arriver à se poser la question par rapport à cette aspiration que j'avais là. Est-ce que je suis en train d'aller sur ces chemins-là ou pas? Par rapport au rêve que j'ai de devenir médecin, par rapport à l'ambition que j'ai de devenir avocat, devenir ingénieur, est-ce que je suis en train d'évoluer vers ces parcours-là ou pas? Et vous devez vous rassurer de mettre tous les sérieux possibles afin d'évoluer vers le parcours qui vous conduira au travail. Là, c'est la partie par rapport à la préparation. Et cette préparation-là, vous devez en être responsable. C'est vrai, il y a des personnes de part et d'autre qui peuvent vous conduire, qui peuvent vous orienter, mais vous-même, à un moment donné, posez-vous la question, est-ce que ce que j'ai fait là, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de me pousser, de me bousculer, ou bien c'est une décision qui vient aussi par moi-même? On peut m'avoir orienté par les parents que vas-y, fais la commerciale, vas-y, fais l'économie, fais la médecine, mais est-ce qu'au fond, l'orientation rencontre aussi ce que j'ai comme aspiration, ce que j'ai comme ambition ou pas? Connaissant l'ambition que vous avez, c'est en ce moment-là que vous devez commencer à faire des efforts pour vous développer au-delà de ce que vous recevez. Là, je vais beaucoup plus parler à ceux qui sont à l'université ou à ceux qui attendent d'aller à l'université. Vous avez fini l'école secondaire, les humanités. Maintenant, vous allez à l'université. Il faudrait vous dire déjà que ces parcours que vous attendez commencer ou ces parcours dans lesquels vous êtes maintenant là, ils vous amènent où? En termes de finalité, en termes de travail. Vous faites l'économie, mais vous faites l'économie, c'est pour faire quoi plus tard dans la vie? Est-ce que vous faites l'économie parce qu'il y a un groupe d'amis qui sont partis s'inscrire aussi en économie à l'UM ou à Chikama ou ailleurs? Mais il faudrait que ça soit motivé par un rêve que vous êtes en train de nourrir, une aspiration que vous voulez concrétiser. Et cette aspiration-là, c'est par rapport à un travail que vous voulez faire plus tard. C'est par rapport à une profession que vous voulez faire plus tard. Et dans la préparation à ce travail-là, à l'accomplissement de cette aspiration, vous devrez prendre l'initiative au-delà du parcours que vous avez au niveau de l'université. Vous devez prendre l'initiative de vous auto-former aussi. De vous auto-former parce que vous savez où vous voulez aller. Vous savez qu'à la fin, moi j'aimerais devenir on dit banquière ou l'homme c'est le banquier, la femme c'est banquière. Hein? J'aimerais devenir banquière, par exemple. Alors là, tu vas peut-être t'inscrire au niveau de l'économie, choisir une option. Il y a des options là, monnaie, tout ça. Mais après, commence à apprendre comment quelqu'un qui doit faire ce travail-là se comporte. D'abord en termes de compétences. Quelles sont les compétences que quelqu'un qui doit devenir banquier ou banquière devrait avoir, devrait développer? Tu essaies de comparer ce que mon université, mon cursus me donne cette compétence-là ou pas. Si on ne te donne pas toute cette compétence, quels sont les autres moyens que tu peux utiliser pour avoir cette compétence? Parce que toi, le chemin de l'école, le chemin de l'université que tu prends, c'est effectivement un chemin que tu prends qui devrait t'amener quelque part. Il faudrait que tu te rassures pendant que tu es en train de passer des jours, de passer des années, des mois à l'université, si tu évolues vers ces chemins-là. Alors lorsque tu te poses des questions sur le fait que les compétences que tu développes, c'est des compétences que tu devrais avoir comme banquier, comme juriste, comme chef d'entreprise. Si c'est ça, ok, quelles sont les autres compétences annexes que je devrais développer? C'est là que toi, tu devrais aller toi-même dans des recherches, par exemple. Dans des recherches, rechercher des livres qui parlent des thématiques qui concernent ton métier. Tu fais l'ingénierie ou la construction. Tu devrais chercher des livres, des ouvrages qui parlent de la construction. Donc ton centre d'intérêt devrait être ces domaines-là. Tout ce que tu fais devrait être concentré sur ces domaines. Si tu dois avoir TikTok sur ton téléphone, ton TikTok à toi, ça doit être un TikTok où on parle de ces domaines-là. Ça te permet déjà, avant que tu ne finisses à étudier, avant que tu commences à parler du CV dont on parlera ici, tu as déjà acquis certaines compétences. Tu t'es déjà à rencontrer une personne qui est dans le domaine où vous voulez aller. Vous vous inscrivez en médecine, par exemple.
vous dites, ok, je serai en train d'apprendre à l'université, DG1 ou L1, les systèmes LMD, mais moi je me donne l'objectif de rencontrer ou de consulter un centre de santé, un hôpital, chaque jour au moins pour 1 heure. C'est-à-dire que lorsque tu as cours, tu te donnes peut-être ta pause d'1 heure là-bas, pendant que les autres sont en pause, toi tu viens à l'hôpital, tu essaies de voir qu'est-ce qui s'est fait ici à l'hôpital, comment les choses se font. Quand quelqu'un vient malade, comment on fait pour l'examiner et tout le reste. Ça fera que, alors que les autres vont finir avec toutes les théories, toi tu vas finir, mais il y a déjà des gestes que tu peux poser dans le domaine où tu es en train de te spécialiser. Toi tu vas finir, mais tu auras déjà une expérience, parce que dès que tu t'es inscrit, tu as commencé déjà à rencontrer, à entrer en contact avec des personnes qui font ce travail-là et à les consulter. Là, c'est des éléments importants qu'il faudrait faire alors qu'on se prépare au travail. Parce que le travail, il ne s'improvise pas. Je disais que ce n'est pas au moment où vous vous rendez compte que vous avez fini avec les études, maintenant, il n'y aura pas 20 $ de syllabus, il n'y aura pas 10 $ de transport. Vous êtes dans la période d'Mpiaka ou la période de L3. Vous ne savez plus comment faire. Là, vous vous dites, ok, là maintenant, il faut que je trouve le travail. Non, le travail, vous devez commencer à le préparer dès le départ. Dès que vous vous inscrivez à l'université, vous vous dites, ok, après 5 ans, voilà ce que je voudrais faire. Et j'ai dit comment est-ce que vous pouvez vous préparer à ce travail-là. Alors que vous vous êtes préparé au travail, comment vous faites alors pour avoir ce travail? Ça, c'est le deuxième point, la quête du travail, la recherche du travail. Ici, on s'est dit que la personne connaît déjà le domaine où elle est en train le domaine où elle voudrait devenir experte. Et maintenant, elle voudrait avoir effectivement cette occupation, comme on l'a définie, qui lui procurait du revenu. Beaucoup d'astuces par rapport à la quête du travail. Par rapport à ça, premièrement, c'est un élément qu'on a déjà cité, vous devrez savoir où chercher ce travail-là. Où chercher ici, je parle du domaine dans lequel vous voulez travailler. Le travail, on ne le cherche pas partout. Parce que si vous le cherchez partout, vous ne le trouverez nulle part. Mais il faudrait que vous sachiez, moi, le travail que j'aimerais avoir, il est dans quel domaine? Et ça, vous l'avez déjà compris en vous préparant à ce travail-là. Et par rapport au domaine de mon travail, qu'est-ce que j'aimerais réellement faire? Par quoi j'aimerais commencer? Ok, moi j'aimerais faire mon travail dans le domaine de la construction, mais je me dis, je peux d'abord commencer comme assistant d'ingénieur. Là, vous avez compris où vous voulez chercher le travail. Moi, j'aimerais travailler dans le domaine de la banque, mais si je trouvais un travail comme gestionnaire de comptes, je peux le faire d'abord. Ça peut être une bonne entrée pour moi. Vous savez ce que vous cherchez. Là maintenant, vous pouvez vous exposer à toutes les plateformes aujourd'hui qui présentent les opportunités du travail. Ces plateformes sont multiples. Je citerai Média Congo, où il y a des offres d'emploi qu'on publie. Je citerai, la plateforme principale, c'est Média Congo, où il y a des offres d'emploi qu'on publie. Je citerai des plateformes comme Biz Congo, BIZ Congo. Il y a des plateformes comme Radio Okapi, on publie des offres. Au-delà de ça, il y a aussi des offres qui peuvent se partager entre nous. Mais pour y parvenir, il faudrait que vous sachiez où est-ce que vous voulez vous retrouver. Pour ne pas qu'on vous partage toutes les offres qu'il y a au monde. Parce que lorsque vous avez à gérer toutes les offres qu'il y a au monde pour trouver la vôtre, vous risquez de vous perdre même les temps que l'offre plutôt est en train d'expirer. Voilà pourquoi vous devez déjà savoir ce que vous êtes en train de rechercher, les domaines spécifiques où vous voulez être employé.
lorsque vous connaissez où chercher l'emploi, ou le travail, l'opportunité du travail, maintenant c'est la préparation à candidater. Comment vous vous préparez à candidater? Là, j'entrerai vraiment dans le vif même du sujet qui nous a été communiqué. Alors, pour vous préparer à candidater, on ne pense pas directement au CV ou à la lettre de motivation ou même à l'interview qu'on va faire. J'espère qu'on est ensemble. Je ne vous endors pas quand même. C'est vrai, il fait frais, mais s'il vous plaît, ne dormez pas. Alors, avant même de penser à rédiger le CV ou la lettre, c'est d'abord question de lire l'offre face à laquelle vous êtes. On vous a partagé une offre. Telle part, on est en train de rechercher un réceptionniste, on est en train de rechercher un gestionnaire de comptes sur telle banque, on est en train de rechercher un assistant ingénieur. Lisez l'offre complètement. C'est quoi le contexte de l'entreprise qui est en train de chercher à recruter? Cette entreprise offre quel service ou fournit quel produit? La personne que l'entreprise est en train de rechercher fera quel travail par rapport au service spécifique de cette entreprise-là? Parce que les entreprises peuvent avoir le même poste à pourvoir, mais la mise en œuvre de ces fonctions-là dépend de la mission, de la vision de chaque entreprise. De même que vous vous préparez à être réceptionniste dans une entreprise qui vend du pétrole, ce n'est pas de la même chose que vous pouvez être réceptionniste dans une entreprise, dans une institution financière, la banque par exemple. Donc vous devrez parvenir à lire en détail d'abord les missions de cette entreprise ou la vision de l'entreprise. Après, vous pouvez lire la description du poste pour lequel on est en train de recruter. On recherche un assistant logistique dans cette entreprise-là. Il fera quel travail? Parce que parfois, le titre peut vous effrayer. On a écrit assistant logistique. Vous dites, mais moi-même là, les études que j'ai faites, je ne pense pas être assistant logistique. Pourtant, si vous arrivez à lire la description des tâches que cette personne devra assumer, peut-être c'est des choses que vous pouvez faire. Alors quand vous avez lu en détail la description de ces tâches-là, vous vous posez maintenant la question, par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce qui est demandé, qu'est-ce que je sais faire des premières? C'est quoi la compétence principale que j'ai par rapport à ce qui est demandé? On demande un réceptionniste. Quelle est la compétence que j'ai, moi, en rapport avec le réceptionniste? On sait que le réceptionniste, il doit être en mesure d'accueillir les gens, leur sourire lorsqu'ils arrivent, savoir comment les orienter. Alors, est-ce que ces compétences qui sont décrites sur la fiche de poste, est-ce que je les ai? Ça, c'est principalement. Deuxièmement, quelles seraient les autres compétences que je devrais avoir qui seraient utiles par rapport à ces postes ici? Parce que chaque entreprise qui recrute a besoin de quelqu'un qui apporte une valeur à son entreprise. On n'a pas besoin de recruter quelqu'un à qui on va tout apprendre de A à Z. On a besoin de recruter quelqu'un qui sait faire ce pourquoi on l'appelle, mais qui saura aussi proposer plus que ce qu'on attend de lui. Donc vous devez vous questionner, au-delà de ce que je sais faire, qu'on demande dans la fiche de poste, qu'est-ce que je sais encore faire qui peut être utile à l'entreprise? Lorsque vous posez ces questions, c'est là maintenant que vous pouvez commencer à penser à votre CV. Les CV, ce n'est qu'un document qui vous permet de mettre en détail votre parcours. Et le CV, d'ailleurs, on dit c'est le curriculum vitae. Donc c'est un document qui retrace votre curriculum, votre parcours de la vie. Ça peut être des expériences professionnelles, ainsi de suite. Donc avant d'aller voir les CV, il faut d'abord vous questionner vous-même par rapport à votre parcours. Et le parcours, on l'a, c'est dans la préparation, dans la partie préparation que je venais de noter ici. C'est dans ça qu'il y a les études que vous avez faites, études primaires, études secondaires, les humanités. C'est là qu'il y a l'université.
C'est là qu'il peut y avoir aussi toutes les activités que vous avez faites pendant que vous étiez en train de vous préparer au travail. C'est peut-être cette personne-là qui vous consultait de temps en temps, qui vous donnait des orientations par rapport au métier auquel vous vous attendez. C'est ces éléments-là que vous devez mentionner. Alors que vous avez répertorié ces éléments, là maintenant vous êtes en face de votre CV. Par rapport au CV, c'est un document qui se met à jour régulièrement en fonction de l'offre face à laquelle on est. Le CV, ce n'est pas comme un diplôme qu'on a signé en 2020, en 2015, qui reste comme ça. Lorsqu'on a besoin de vous, on a besoin de vous recruter, il y a une offre, vous allez tirer dans votre armoire, vous sortez votre CV de 2015, vous allez postuler. Non. C'est un document que vous devez adapter, que vous devez mettre à jour. Parce que les CV, c'est ces documents-là face auxquels les recruteurs pourra vous évaluer, savoir que voilà la personne qui vient postuler, sait faire ce que je lui demande. Voilà pourquoi il devrait être mis à jour et vous les mettez à jour en fonction de l'offre à laquelle vous voulez postuler. Si vous voulez postuler comme assistant logistique, vous ne prendrez pas votre CV qui reprend tout ce que vous avez déjà fait dans la vie. Vous devrez vous rassurer que dans ces CV-là pour lesquels vous voulez postuler comme assistant logistique, il y a d'abord en avant les éléments qui cadrent avec ce qui est demandé à un assistant logistique ou à un réceptionniste, à un consultant, dépendamment de du poste pour lequel vous voulez être recruté. Je pense que ça c'est un élément important que nous devons noter par rapport au CV d'abord, avant d'entrer sur ce que le CV contient. Il devrait être mis à jour régulièrement. Et ayez cette culture-là, même si il correspond à l'offre pour laquelle vous voulez postuler, mais rassurez-vous que vous l'avez signé à la date où vous postulez. Parce que lorsque les recruteurs voient un CV qui est à jour, ils voient aussi les sérieux que vous donnez par rapport à vous-même, par rapport à votre parcours, et ils voient aussi les sérieux que vous allez donner au travail qu'il va vous donner. Quand vous postulez sur un travail, même si c'est un petit travail, vous êtes allé ramasser votre CV qui était signé en 2020, vous avez postulé avec les recruteurs. Si c'est une entreprise sérieuse, ils vont douter sur votre sérieux. Ils vont se dire, mais cette personne, c'est un négligent. Comment il n'a même pas le temps de s'asseoir, mettre à jour son CV et nous l'envoyer? Est-ce qu'il aura le temps de comprendre ce qu'il attend avec nous et de bien faire le travail? Rassurez-vous, même si c'est un CV de démos, rassurez-vous qu'il est signé à la date à laquelle vous postulez. J'espère qu'on est ensemble. Alors, que doit contenir finalement un CV? Si on a compris comment est-ce qu'on devrait le garder ou le tenir. Le CV, il ne doit contenir rien de magique ou de spécial. Il ne contient que des éléments qui cadrent avec notre parcours. Les éléments, c'est d'abord, en premier, nos identités. En tête, vous mettez curriculum vitae, vous mettez votre nom, votre poste, votre prénom. Vous pouvez mettre votre date, jour, année de naissance. Vous pouvez mettre votre nationalité si vous voulez. Vous mettez votre adresse physique, votre numéro de téléphone, votre adresse mail. De nos jours, si vous n'avez pas l'adresse mail, créez-le. Vous cherchez du boulot, ayez l'adresse mail. Vous avez WhatsApp, c'est bon, ayez l'adresse mail. Vous mettez ces informations-là en tête. Tout de suite après, il y a des informations par rapport à votre expérience professionnelle. Non, d'abord, parcours académique ou les études faites, comme on l'écrit souvent sur certaines parties. Là, maintenant, vous devez mentionner toutes les études que vous avez eu à faire. Là, vous direz de telle année à telle année, certificat d'études primaires plutôt. Vous pouvez même ajouter mention, si vous avez distingué à l'école primaire, mention telle, de telle année à telle année, diplôme d'État, vous mettez la mention, de telle année à telle autre année, diplôme de graduat, vous mettez la mention, de telle autre année à telle autre année,
diplôme de licence, vous mettez la mention. Donc vous mettez jusqu'au dernier niveau, le niveau le plus élevé que vous avez atteint. Et vous pouvez choisir d'aller de l'expérience la plus récente à l'ancienne expérience ou de l'ancienne expérience à la plus récente. Ça, c'est votre choix. Là, c'est dans la première partie sur les parcours académiques. Après les parcours académiques, il peut se faire que pendant votre parcours, pendant que vous étudiez, vous avez assisté à des formations. Vous ajoutez aussi toutes les formations qui cadrent avec le travail que vous recherchez. Toutes ces formations qui peuvent constituer une valeur ajoutée par rapport au travail que vous êtes en train de rechercher. Par exemple, vous voulez postuler comme assistant logistique dans une entreprise, mais vous avez été formé quelque part, ça peut être même ici à l'église, sur comment gérer les stocks, comment vous pouvez gérer même le bien, vos propres biens, comment vous pouvez les gérer. On vous a formé sur ça ici à l'église. Vous allez mettre ça. Dès l'année, j'ai été formé sur la gestion des biens, la gestion des équipements, la gestion d'une église, la gestion d'un bâtiment, d'une entreprise. Vous mettez. Vous avez été sensibilisé à l'église comme aujourd'hui. On est en train de vous sensibiliser sur le travail, de vous former sur le travail pratiquement. Si vous voulez aller postuler sur un poste administratif par exemple, comme assistant administratif, assistante administrative, vous pouvez mettre « J'ai été formé sur comment rechercher un travail, j'ai été formé sur comment rédiger un CV ». Parce que cette compétence que tu as acquise, c'est quelque chose qui peut t'aider dans ton travail. En tant qu'assistante administrative, un jour, tu pourrais participer au recrutement. Alors que tu as déjà été formé sur comment faire un CV. Là, on va dire, ok, le jour où on aura à recruter, on ne va pas se faire mal à la tête parce qu'elle ou lui connaît déjà comment on fait pour analyser le CV, il connaît les différentes parties du CV, il connaît comment conseiller quelqu'un sur comment se préparer au travail. Donc, il n'y a pas des expériences à négliger. Vous avez déjà participé à quelque chose, vous pensez que ça peut être utile, mentionnez ça sur les formations additionnelles ou supplémentaires que vous avez eues. Là, vous avez fini la partie parcours académique ou scolaire, vous avez fini la partie d'autres formations. Là, vous entrez maintenant sur la partie de l'expérience ou des expériences professionnelles. Là, vous mentionnez tout ce que vous avez déjà fait qui cadrerait avec le travail pour lequel vous postulez. Tout ce que vous avez déjà fait. Si vous l'avez fait pour vous-même, mentionnez. Si vous l'avez fait même chez vous à la maison, mentionnez. Par exemple, chez vous, lorsqu'il faut faire la provision, c'est à vous qu'on demande de faire la liste de ce qu'il faut acheter. C'est une grande expérience, hein? Parfois, vous banalisez ça. Mais c'est une grande expérience. On vous initie dans la planification. On vous demande de faire la liste de ce dont vous aurez besoin pour ces mois-là. Vous faites la liste. Vous comparez, vous allez au marché, vous demandez les prix. Et puis après, vous venez, vous donnez, on vous donne l'argent, vous allez vous acheter, vous ramenez, vous placez ça bien dans la maison. Il y a des gens qui font ça, ils sont payés pour ça. Ceux qui assurent la logistique dans beaucoup d'entreprises, c'est ce qu'ils font. C'est de voir qu'est-ce qu'il y a comme besoin en termes d'équipement, de biens, de produits. Faire des états de besoin, ça veut dire proposer à la hiérarchie que voilà, il y a telle chose qu'il n'y a pas dans l'entreprise, il faut qu'on aille acheter ça. On leur donne de l'argent, ils vont au marché, ils achètent, ils ramènent, ils placent dans l'entreprise et ils commencent à suivre l'utilisation de cela. Donc si vous avez une expérience comme ça, que vous avez acquise à la maison, mentionnez-la. Si à la maison, par exemple, c'est vous qui faites les rapports lorsqu'il y a des réunions de famille, lorsque vous devez prier, c'est vous qui devez lire, conduire la prière, lire les versets, fortifier les autres, c'est une expérience. Parce que dans cette expérience-là, la compétence que vous avez, c'est votre capacité à animer les équipes. Vous êtes en train d'animer les équipes, de conduire les équipes. Et il y a des postes où on recherche cette compétence-là. Arrivez à ressortir ça, mentionner ça sur votre CV. Et mentionnez tout ce que vous avez déjà fait. Vous avez été CP.
à l'école, d'abord à l'école, peut-être aux humanités, vous avez été président des élèves, mentionnez ça. Vous avez été CP à l'université dans une promotion, mentionnez ça. Et mentionnez la compétence que vous avez acquise en étant CP. En étant CP, on gère des dossiers des étudiants, on gère l'argent des droits d'auteur, on gère toutes ces choses-là. Et c'est des expériences. Vous vous rendrez compte qu'à la fin, vous avez beaucoup d'expériences en même temps. Vous êtes même parfois plus expérimenté que ce qu'on vous demande d'avoir. Je suis en train de parler ici. Si je dis à la fin qu'une personne nous fasse les résumés en 1 minute ou en 10 phrases, tu seras le meilleur d'entre nous. C'est une compétence. Tu vas la mentionner sur la partie compétence. Et rassure-toi de mentionner toutes les petites et grandes compétences que tu as. Des petites choses que tu maîtrises, qui sont intrinsèques, qui sont attachées à toi. Tu les mentionnes sur ton CV. Après, il y a des autres expériences. Ça peut être en termes de voyage. Tu as voyagé, tu es allé dans une ville, dans un village. C'est bénin, ça paraît petit, mais c'est important. Parce que lorsque vous avez voyagé, vous avez appris quelque chose de nouveau. Vous avez été à la rencontre d'une nouvelle culture. Donc si vous l'avez fait, mentionnez aussi. Vous pouvez dire ville visitée, village visité ou pays visité. Vous mettez les pays, les différentes villes que vous avez visitées. Et des choses comme ça, il y a des recruteurs qui peuvent rechercher quelqu'un qui est ouvert d'esprit. On recherche à recruter un assistant admin ou une assistante admin, mais on aimerait avoir quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Comme c'est une entreprise internationale, on veut quelqu'un qui a déjà été à la rencontre d'autres cultures, qui saura rapporter quelque chose de nouveau. Et vous pouvez le prouver par le simple fait que vous avez dit que vous êtes déjà allé à Mwenedit, que vous êtes déjà allé en Gandajika, que vous êtes déjà allé dans telle autre ville. Parce qu'on s'est dit, ok, donc lui là, il n'est pas borné. Il a déjà croisé toutes sortes de personnes qui ont des façons de faire différentes, qui ont des façons de vivre différentes. Après, si vous pensez, il y a aussi les compétences en termes de langues. Au niveau des langues, vous pouvez mettre les langues que vous savez parler, vous savez écrire, vous savez entendre ou écouter aussi. Après, vous certifiez, il y a une phrase magique qu'on met souvent, je certifie que les informations fournies sont correctes et vraies. Vous signez. Là, vous avez votre CV. Un autre élément ou d'autres éléments que je n'ai pas mentionné dans le CV, que vous pouvez aussi mentionner de nos jours, c'est de mentionner vos réseaux sociaux. Vous mentionnez votre page Facebook, votre compte LinkedIn. LinkedIn qui est aussi une plateforme qui vous permet d'avoir des opportunités d'emploi. Vous mentionnez votre compte Instagram, parce que de nos jours aussi, les recruteurs vont même là-bas pour voir la personne qu'on va recruter. Est-ce que c'est un danseur de TikTok ou bien? On veut recruter quelqu'un qui sera assistant du directeur. Pourtant, tous les jours, c'est une personne qui passe son temps à danser sur Internet. On voudra aller vérifier, voir ce que vous faites. Et si vous êtes quelqu'un qui connaît où vous allez, vous savez que moi, là, j'aimerais devenir meilleur dans tel domaine, on le verra même au travers de vos réseaux sociaux. On vous verra plus être abonné à des personnes qui sont dans ces domaines-là, qui partagent des éléments, des informations qui vous aident à vous développer. On vous verra faire des publications ou relayer des publications qui sont dans ces domaines-là. Donc si parmi nous, il y a des gens qui prennent aussi à la légère cette question-là, commencez à revoir ça dès à présent, commencez à changer ça, commencez à revoir comment vous utilisez les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on recrute même au travers des réseaux sociaux. On va même vérifier ce que vous faites sur les réseaux sociaux, les photos, vos propres photos que vous publiez. Parce que vous pouvez être quelqu'un de sérieux. Quand vous venez à l'entretien d'embauche, là, vous avez mis une belle cravate, veste, costume et tout. Mais lorsqu'on tape votre nom sur Internet, on vous retrouve encinglé avec une bouteille de bière. Parce que vous avez les principes tels qu'on vient sur Facebook pour rire et nous divertir. Vous dites non, ceux qui écrivent des longs trucs, c'est des matures et tout ça. Donc commencez à revoir aussi. C'est des moyens, les réseaux sociaux sont aujourd'hui des moyens qui vous permettent aussi d'atteindre le domaine ou la perfection, le domaine des perfections que vous voulez atteindre. Voilà. Là, c'est comment rechercher le travail. J'ai parlé de comment vous pouvez faire votre CV. Alors que vous avez fait le CV, comment vous préparer à
l'entretien d'embauche. On a fait le CV, on nous a appelé comment on se prépare à l'entretien d'embauche. Premièrement, moi, je vous demanderai de ne pas trop prendre ça au sérieux. Genre le jour où on vous appelle pour faire l'interview là, vous stressez. En tout cas, je ne sais même pas quelles sont les questions qu'on va me poser. En tout cas, vous vous mettez à gêner à prier. Vous pouvez gêner et prier, c'est bon. Mais relaxez. Dites-vous, vous allez échanger avec quelqu'un qui a besoin de ce que vous avez pour vous payer pour ça. Donc la personne qui vous recrute là a besoin de la compétence que vous avez. Donc s'il faut qu'il y ait quelqu'un qui va trembler, c'est lui qui doit trembler devant vous. Parce que vous avez quelque chose à vous donner pour laquelle il vient payer son argent. Donc relaxez. Sachez seulement qu'est-ce que vous allez dire. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est de maîtriser le poste pour lequel vous allez en interview. On vous posera des questions, par exemple, à ce que cette personne ou la personne qui occuperait le poste là ferait. On vous posera des questions sur l'entreprise. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'entreprise? Et tout ça, c'est dans l'offre que vous lisez avant de postuler. Vous pouvez lire, comprendre les objectifs, la mission. Mais on vous posera des questions par rapport aux éléments que vous avez mentionnés dans votre CV. Si le CV, vous l'avez fait vous-même. Et lorsqu'on est engagé dans une entreprise, on travaille dans une entreprise, ayez à l'imagination, dites-vous que vous ne travaillez pas pour quelqu'un. Mettez-vous à la place de cette personne qui vous recrute. Dites-vous que vous êtes en train de travailler, on dirait vous travaillez à votre propre service. Si on vous avait demandé de travailler en faisant découvrir des potentiels qu'on a, des qualités qu'on a au-delà de ce pourquoi on nous a recrutés. Et pour arriver à vous faire découvrir, vous le faites, c'est en vous améliorant vous-même aussi. Vous êtes recruté comme assistant ou assistante aujourd'hui, mais dites-vous, moi je suis assistant, il y a quelqu'un qui fait pleinement qui assume pleinement cette fonction-là. Comment il fait pour le faire? C'est quoi ses compétences? C'est quoi ses qualités? Comment je peux commencer aussi à développer ça? Vous commencez à les développer, un jour on va découvrir ça en vous et on peut vous confier ces postes de responsabilité. Je pense que j'ai fini par ici. Je vais remettre la parole au président pour voir si on peut conduire la partie de questions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alors, je pense que nous avons été bénis par ce moment. Et avant que nous puissions poser quelques questions, j'aimerais me rassurer ici dans la salle, combien de personnes ont le CV ici? Qui ont le CV? Des personnes comptées au bout des doigts. J'ai dit, qui ont le CV? Qui ont le CV? Donc, nous autres ici, on est à l'université, on est à l'école, mais on n'a pas le CV. Mais c'est dommage. Moi-même, je voulais que le samedi prochain, qu'on dise que chacun amène un devoir comme son CV qu'il a lui-même écrit. Que chacun amène son CV le samedi. Parce qu'à quoi ça va nous servir d'être venu et on a écouté et j'ai fait un constat que plusieurs n'ont pas écrit. On va rentrer. Mais ces moments vont nous aider à croire dans la vie. Si on a prévu ça, c'est pour que ça puisse aussi nous aider dans notre vie quand nous serons hors de l'église. Voilà. C'est très important que nous puissions capitaliser ces genres de moments. Moi, j'aurais voulu même que le frère Mike puisse projeter pour nous une image d'un CV et nous montrer les points comment ça se suit et nous faire aussi passer un CV en dur en main afin que nous puissions voir à quoi ça ressemble. Parce que je pense que si plusieurs d'entre nous n'ont pas le CV, parfois ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Ils entendent CV, CV, CV. Et pour ça, j'ai pris que le samedi prochain, que nous puissions venir avant l'heure. On lui accordera la parole avant, afin que nous puissions voir à quoi ressemble le CV en question et quels sont les points essentiels et comment cela se suit dans le CV. Et aussi, Président, pour ne pas vous couper, si ceux-là qui nous ont suivis, ont bien suivi et ont bien noté, peuvent juste produire un modèle par eux-mêmes de CV comme ça, lorsqu'on sera en train de discuter le samedi prochain, vous allez vous rassurer si celui que vous avez, il est bon ou pas. Et tout le monde peut bien le faire. Tout le monde peut bien le faire. Pour ceux qui auront des difficultés, vous pouvez aller faire des recherches, nous ramener. C'est vraiment un TP, hein? Un TP pour le samedi prochain. Chacun peut amener pendant qu'on sera en train de projeter, d'étudier. Chacun pourra se rassurer s'il a bien fait son TP ou pas et pourra se coter sur 10. Et particulièrement le samedi prochain, on va changer des sujets.
On a dit que tous ces mois, on nous parle sur la prospérité. On a dit que notre foi en Dieu, elle n'est pas contre la prospérité. Et le samedi prochain, on lui accordera la parole à 17h15. Mais il ne sera pas seul. Ils seront à deux avec une autre personne, raison pour laquelle il faut venir avant. Les premières 15 minutes seront consacrées au récapitulatif par rapport au CV. Et d'autres minutes seront réparties au sujet qui sera abordé le samedi prochain. Rapidement, si vous avez les questions, manifestez-vous. Ok, vous pouvez venir ici. Vous avez votre question. Qui autre a une question? Venez aussi, mon frère. Et le cerf, où sont les cerfs? La parité. Les sœurs, il n'y a pas de questions? Alors, on pose les questions rapidement. On pose et puis il répond. On pose et répond, on gagne un temps. Une question, j'espère. Merci de la parole, Père James. J'ai une seule question. Certains d'entre nous ont des parents décideurs dans une entreprise X ou Y. Et au lancement d'une offre d'emploi, on ne tient pas compte de la valeur du profil en prenant les candidats issus de nos familles. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à un chrétien comme moi que l'on veut favoriser dans un engagement au sein d'une entreprise? C'est ça ma question. Ça, c'est une question problématique. Alors, vous dites qu'il y a des gens qui sont favorisés, qui ont l'opportunité d'avoir des parents qui sont chefs d'entreprise et lors d'un recrutement, on leur passe l'information. Alors, mais moi, je pense simplement que ces personnes-là ne sont pas complètement favorisées, ne sont pas favorisées à 100%. Parce que même si le parent lui a passé l'opportunité, il lui a dit que postule pour ça, et même peut-être plus tard, je vais décider pour qu'on te recrute, cette personne-là, pendant qu'elle sera en train de travailler, elle n'aura pas les parents à côté. Elle devra donner le meilleur d'elle-même. Donc si ces personnes-là seraient peut-être parmi nous, qu'elles se sentent, qu'elles comprennent seulement que le fait d'avoir un parent qui peut nous recommander sur un travail, ce n'est pas seulement une facilité, mais c'est en même temps une charge parce que le travail, c'est toi qui devrais le faire, l'assumer. Le parent ne sera pas à côté de toi pour pouvoir le faire. Pour nous autres qui n'avons pas ceux-là qui peuvent nous recommander, mettons le focus sur ce que nous savons faire, sur nos compétences. Et lorsque nous faisons le CV, mettons en avant ces compétences-là, mettons en avant ces expériences qui peuvent tiquer, qui peuvent attirer l'attention de celui-là qui nous recrute. Voilà, la deuxième question. Merci de la parole. Cher Président, moi j'avais quelque chose qui n'est pas au fait une question, mais qui est en quelque sorte une suggestion. En parlant de l'orientation, vous avez plus mis l'accent sur les études. Vous voyez, non? Puisque vous parliez du travail. Alors j'étais en train de me demander pourquoi est-ce que vous avez seulement voulu aborder l'aspect des études en ce qui concerne le travail. C'est une suggestion, vous pouvez ou ne pas répondre. Mais la grande question que je me pose, c'est sur les expériences. Vous avez dit de mentionner les expériences. Dans ces mondes où de plus en plus les gens deviennent plus méfiants, est-ce que vous pensez que mentionner les expériences sans toutefois les appuyer avec des preuves serait vraiment important dans un CV? Une preuve comme laquelle, par exemple? Vous étiez en train de dire ici que, par exemple, à la maison, vous êtes habitué à dresser un budget, par exemple, pour les dépenses de la maison, et que vous pouvez mentionner cela. Dire, par exemple, qu'on peut être en mesure d'être un leader ou bien diriger des réunions de prière à la maison et mentionner ça. Est-ce que vous pensez vraiment que les recruteurs peuvent placer confiance en ces genres de compétences mentionnées sans preuve ou quelque chose comme ça? Effectivement, moi je vous dis effectivement, le problème c'est nous qui minimisons ça. Mais moi je vous dis que les recruteurs voyant ça, il sera tiqué et il sera très intéressé à vous rapprocher. Parce que il y a deux CV par exemple. À ma gauche, il y a quelqu'un, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a fait, c'est il a étudié telle part, il a étudié telle part, il est licencié à Chikama par exemple. L'autre, il a mis, au-delà du fait qu'il a étudié telle part et l'autre part,
il a raconté ce qu'il fait chez lui à la maison. Il a bien formulé ça. Que voilà, à la maison, je suis chargé de gérer le stock de la bouffe, la nourriture. Je suis chargé de faire des achats pour la provision. Je vous dis, me mettant dans la peau d'un recruteur, si je dois recruter quelqu'un et que je vois ça, je serai plus attiré par cette personne-là qui a mentionné ça. Parce que celle-ci, ou dit ni français à Bouni, ou dit ni mikanda à Bouni. Il faudrait que je me longe ça à quoi ça mal. Puis ou quand je me boani, beaucoup ya kula chintu, ni nganje liste wa chintu ach. Et puis ngé beje michinga, et puis nyamuti salu, ngata transport nyangenze. Celui-ci il faut lui montrer. Un liste, un bien, et ça prend le temps. Donc, ayez confiance en vous, mettez ça. Si vous avez ces compétences qui paraissent minimes là, mettez-les en avant. Je suis sûr que ça pourra donner quelque chose de positif. Merci. Voilà, merci beaucoup. Moi, c'est Jeannot Chalou. Vous aviez parlé de rédiger un bon CV, mais je n'ai pas vu, là, vous aviez mentionné les personnes de référence. Alors que nous sommes en train de rédiger un très bon CV, sans personne de référence, ça sera que les histoires qu'on relate. Alors, ma question est la suivante. Donnez-nous la différence entre les expériences professionnelles et les activités personnelles. Voilà. Merci beaucoup. Par rapport à la première observation, vous avez dit que je n'ai pas mentionné les personnes de référence. En fait, moi, je ne voulais pas d'abord nous amener dans une logique là, la logique là que nous connaissons. Parce que c'est cette logique-là qui nous bloque généralement. Cette logique qui dit que voilà, pour que je mette ça comme travail, il faut que ça soit fait dans une entreprise où j'ai eu un contrat, il faut que je mette des personnes de référence. Je vais nous ramener sur quelque chose de basique qui peut nous aider, nous tous, à tirer profit. Parce que je vais vous dire ce qui est vrai. Les recruteurs, ils ne recherchent pas la personne de référence, ma mail ni ma numéro. Ce qu'ils recherchent, mon entreprise, Oenda, pour apporter valeur et puis au et ça là, on est en mesure de l'éprouver. Tu peux te sentir, tu es là, tu n'as pas de personne de référence, mais où tu concentres, où est le CV, au moins lui-même il est ébahi et il arrive à te recruter. C'est des éléments importants. Si c'est fait que dans ton expérience, dans tes expériences, tu as eu à être dans une entreprise de quelqu'un, mentionne-le. Si tu penses aussi que le travail que tu as fait à la maison, il est sérieux pour toi, il est important, tu peux mentionner moins wow. Mais ça, quand on voudra demander si tu gérais bien les stocks de la provision ou pas, on va l'appeler celui-là. Il va dire. Je pense que c'est ça. La dernière question, c'était la différence. Oui. Je pense que c'est vous qui mettez la différence. Mais les activités personnelles, dans ces cadres ici, vous pouvez en faire une expérience professionnelle. Et j'en ai parlé, je parle de ce que vous faites à la maison, je parle de ce que vous pouvez avoir fait pour votre propre compte. Ça peut être des ventes, des biens. Vous êtes à l'université, vous payez de pain, vous les vendez aux autres. Lorsque vous devez être recruté comme chargé des ventes dans une entreprise, vous pouvez dire que vous avez déjà fait ça et c'est une expérience pour vous.